peut-être un autre problème, non? Ce n'est pas celui de cet article et ce n'est pas celui des retraites des gaziers et des électriciens. Interrompons cette séance pour prendre tout de suite la direction de la présidence du Sénat où Jean-Pierre Bel va tenir dans quelques minutes une conférence de presse sur la simplification des normes et le statut de l'élu. Il sera accompagné pour cela de Jacqueline Gourault, la présidente de la délégation sénatoriale aux collectivités territoriales, et de Jean-Pierre Sueur, le président de la commission des lois. Et pour décrypter cette conférence de presse, Pierre-Henri Gergonne est avec nous sur ce plateau. Bonjour Pierre-Henri. Bonjour Oriane. Alors Pierre-Henri, première question très simple. Quel est précisément l'objet de cette conférence de presse? Eh bien, je dirais que cette conférence de presse est presque un aboutissement. On se souvient du premier discours de Jean-Pierre Bel à l'occasion de sa élection à la tête du Sénat. C'était en septembre 2011. Jean-Pierre Bel avait dit qu'il allait s'emparer du dossier des collectivités locales. Et cette conférence de presse, eh bien, c'est l'une des résultantes de ce premier discours du président Bel en septembre dernier. Alors, les choses sont allées relativement vite. Jean-Pierre Bel a organisé ce qu'on a appelé les États généraux des collectivités territoriales, les États généraux de la démocratie locale. Alors il y a eu un certain nombre de débats organisés dans les régions, dans les départements, qui réunissaient des maires, des conseillers généraux, des conseillers régionaux. Il y a eu ensuite, vous vous en souvenez peut-être, cette grande manifestation et au Sénat et à la Sorbonne, qui là encore rassemblait de très nombreux élus locaux, qui ont fait part de leurs doléances. Et parmi ces principales doléances qui sont sorties de ces multiples et très riches débats avec ces élus locaux, il est apparu que le problème des normes était un problème très important pour eux, un problème de normes qui leur simplifie pas du tout la vie. C'est très compliqué de vivre aujourd'hui lorsqu'on est élu local avec ces 400 000 normes qui viennent préciser au millimètre ce que doit être par exemple un chantier, ce que doit être par exemple l'organisation d'un stade de football dans une commune. Il y a donc cet aspect des normes qui a été extrêmement bien mis en avant par les élus locaux. L'autre aspect, c'est le problème du statut de l'élu. Je me souviens par exemple du témoignage d'une jeune mère de famille, maire d'une commune moyenne, qui exprimait tout son désarroi pour savoir comment faire pour concilier la vie d'élu local, sa vie de famille, voire même avec sa vie professionnelle. C'est donc sur ces deux axes-là que le Sénat a décidé de réfléchir en proposant, on va le voir dans quelques minutes maintenant, dans quelques instants, deux propositions de loi, deux textes qui seront donc débattus au Sénat, l'un sur la simplification des normes, l'autre sur le statut de l'élu. Tout de suite, je vois Jean-Pierre Bel, le président du Sénat. Qui ne devrait pas tarder à s'exprimer. Juste Pierre-Henri, avant que Jean-Pierre Bel commence à s'exprimer, la simplification des normes, c'est un terme qui ne parle pas forcément à tout le monde. Est-ce que concrètement, vous pouvez nous expliquer ce que ça signifie? Je prends par exemple un exemple. Lorsque un maire veut construire une école, un stade, il est obligé de creuser souvent le sol. Et là, il y a des normes qui s'appliquent en matière d'archéologie préventive. Autrement dit, si on trouve des vestiges sur un chantier de construction, eh bien ce chantier, il s'arrête. Des archéologues viennent étudier l'affaire et tout ça bouleverse complètement, par exemple, l'organisation d'aménagement d'une commune ou d'une ville. Ce sont des normes très précises qui s'imposent, des normes qui sont édictées soit en matière réglementaire par le gouvernement. Il y a également des normes qui peuvent venir de plus haut, par exemple de l'Europe. Et là encore, ça s'impose, j'allais dire, presque à la machette, à la hache, quelle que soit, par exemple, la taille de la commune. Alors, il y a eu des rapports, il y a eu de multiples réflexions sur ce problème de normes. Les gouvernements précédents y avaient déjà réfléchi. Le gouvernement actuel également parle de simplification. Merci, on écoute tout de suite, effectivement, Jean-Pierre Bel sur cette question des normes. Notamment le président Poncelet, Éric Doligé également, qui assiste à cette conférence. Et bien sûr, j'en parlerai tout à l'heure, Jean-Pierre Sueur et Jacqueline Gourault. Cette conférence de presse, nous l'avons sentie nécessaire, puisque à l'issue de ce que nous avions engagé, c'est-à-dire les États généraux de la démocratie territoriale, nous avions annoncé que le Sénat, compte tenu de ce qu'il est, prendrait des initiatives sur des sujets qui pouvaient ressortir de ces États généraux de la démocratie territoriale. Vous vous souvenez de cette période, de ces 2 jours. Je ne vais pas y revenir trop longuement, à la fois ici au Sénat,
puis à la Sorbonne, où les élus, nombreux, venus de tous les départements de France, des élus municipaux, mais aussi des élus issus des conseils généraux, des conseils régionaux, avaient porté leur parole, avaient exprimé un certain nombre de préoccupations. Et nous étions réunis ici, donc avec beaucoup de sénateurs, beaucoup de parlementaires, des députés aussi étaient présents. Et bien sûr, à la Sorbonne, le président de la République a pu s'exprimer au moment où nous portions une conclusion à ces États généraux. Alors, le spectre est très large, les sujets abordés sont très nombreux. Chaque fois qu'on touche à l'organisation territoriale de notre République ou à nos collectivités territoriales et locales, nous avons un grand nombre de points à aborder. Et je crois pouvoir dire, sans sombrer dans l'autosatisfaction, que nous sommes heureux de cette période et notamment des contributions qui ont été apportées et du résultat de ces États généraux qui d'ores et déjà ont été transmis à vous, bien sûr, à la presse, mais aussi beaucoup plus largement aux décideurs dans ce pays, que ce soit l'exécutif, le gouvernement ou les élus, là où ils se trouvent. Alors, j'en viens à la nécessité de cette conférence de presse, puisque nous avons un calendrier, on va peut-être en reparler tout à l'heure, et donc je vous proposerai de m'exprimer en deux parties, si vous le voulez bien, pour la clarté des explications que nous allons vous donner. Le premier volet sur les propositions de loi dont nous allons vous parler, qui concernent donc la simplification des normes et le statut de l'élu. Et puis, dans un deuxième temps, je me plierai aux questions que vous souhaiterez me poser sur d'autres sujets d'actualité, ayant trait bien sûr à ce que nous sommes nous ici au Sénat. Je pense en particulier, vous voyez, c'est moi qui l'annonce d'emblée, au rapport Jospin qui a été porté à notre connaissance et à votre connaissance il y a quelques jours. Lorsque les élus se sont exprimés, même s'ils n'oublient pas tout le reste, et lorsqu'on leur demande de faire part de leurs préoccupations, il y a donc en effet eu deux thèmes sur lesquels ils ont été particulièrement insistants. Il s'agit de la question du statut de l'élu, qui est un sujet très ancien, qui, depuis près de 30 ans, et notamment depuis la mise en place de la décentralisation, a été une sorte de serpent de mer pour lequel on a tout de même quelques acquis, mais qui méritent bien sûr d'être approfondis. Et puis cette question qui peut paraître technique à certains, mais alors ce serait une erreur de le concevoir comme ça, sur la simplification des normes. Donc deux questions essentielles de préoccupation pour les élus. Je me souviens, et le président Poncelet notamment s'en souviendra aussi, dans un temps pas si lointain, il y avait un sujet qui revenait très régulièrement, mais qui revient toujours, puisqu'il n'est pas définitivement réglé. C'est la question de la responsabilité juridique des élus. Et c'est grâce à une initiative du Sénat, de notre collègue Fauchon, d'ailleurs, du Loir-et-Cher, par ailleurs, vous voyez, c'est une tradition de cette région, plus largement, et de ce département. Nous avions réglé quelques problèmes. Donc, à l'issue des États généraux, à l'unanimité du bureau du Sénat, et je veux me féliciter de cette unanimité, nous avons considéré que ces deux points étaient de notre responsabilité. C'est pourquoi j'ai souhaité que le Sénat, en tant que Sénat, si possible, et d'une manière la plus consensuelle possible, puisse s'en saisir. Je veux dire aussi que sur, par exemple, la question de la simplification des normes, nous ne partons pas de rien. Puisque Éric Doligé est devant moi, il a été l'auteur d'un rapport et il est aussi l'auteur d'une proposition de loi qui est en cours de discussion, qui continuera à être discutée d'ailleurs le 12 décembre et qui contient des points extrêmement positifs sur lesquels nous aurons à nous prononcer. Mais au travers de l'initiative que nous prenons, nous avons voulu impliquer l'ensemble entre guillemets, l'institution sénatoriale de notre Assemblée et faire en sorte que l'on puisse se retrouver pour donner peut-être d'abord une solennité plus marquée, mais aussi un contenu plus élargi et peut-être aller plus loin. Nous pouvons le faire si nous parlons tous d'une même voix. Et je pense que de ce point de vue, la PPL qui vous sera présentée dans un instant va vous apporter un certain nombre d'éclaircissements. Voilà. Alors, je veux remercier vraiment, puisque le bureau du Sénat a demandé
à Jacqueline Gourault, présidente de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation, ainsi qu'à Jean-Pierre Sueur, président de la commission des lois, de travailler sur ces deux thèmes et de faire des propositions. C'est ce qu'ils ont fait. Il y a un texte qui est d'ores et déjà, donc deux textes d'ores et déjà déposés sur ces deux sujets, deux PPL. Et je vais, sans plus attendre, avant de répondre à vos questions, mais tout de même en peu de temps, leur demander de les présenter. Alors, je vous préviens, ils présenteront non pas une chacun, mais chacun dira son mot sur les PPL dont ils sont les auteurs. Voilà, merci. Jacqueline, peut-être. Merci, Monsieur le Président. En effet, nous allons commencer par la proposition de loi faciliter l'exercice par les élus locaux de leur mandat. Mais je n'interviendrai pas seule, comme vient de le dire le Président, puisque le Président, à la suite des États généraux, nous a confié une mission, je dirais, que nous conduisons ensemble. Donc il est bien normal que nous expliquions tous les deux sur ces deux PPL. Je voudrais d'abord rappeler que, contrairement peut-être à une idée reçue, nous ne partons pas de rien. Il y a déjà, dans le Code général des collectivités territoriales, un certain nombre de dispositions qui ont été prises dans les lois de février 92 et de février 2002, la première relative aux conditions d'exercice des mandats, la deuxième sur la démocratie de proximité. Donc, il y a un certain nombre, je dirais, de choses qui existent et qui sont faites, bien sûr, pour faciliter la vie des élus locaux, notamment les droits d'absence, le droit à la suspension du contrat de travail, bien sûr les indemnités de fonction, la protection sociale, les facilités pour le retour à l'emploi. Tout ça existe déjà dans le CGCT. Mais naturellement, il restait un certain nombre de points qui n'étaient pas réglés. C'est la raison pour laquelle nous avons écrit cette PPL en nous concentrant aussi sur les travaux qui avaient déjà été engagés par des rapports qui avaient été faits au Sénat, soit à la commission des lois, soit à la délégation des collectivités territoriales. Je dois dire aussi que l'Association des maires de France avait depuis longtemps aussi eu un certain nombre de revendications, entre guillemets. Et donc, je dirais, nous n'avons pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. Nous avons essayé de rassembler les points essentiels qui viennent encore améliorer je dirais, la vie quotidienne des élus locaux. Je voudrais ajouter une dernière chose avant de détailler ce que nous avons projeté. C'est de dire que naturellement nous sommes dans un pays, contrairement à d'autres, où être élu local, c'est exercer une fonction. Ça n'est pas un métier. Et que donc, si vous prenez une comparaison avec d'autres pays européens, et que donc, il y aura toujours, je dirais, cette recherche de compatibilité entre les deux, mais naturellement, cela a ses limites. Quand on est en Allemagne, qu'on est élu local, je dirais, on est élu local à plein temps, c'est un métier. En France, la tradition française, c'est une fonction, donc il faut effectivement essayer de prendre les mesures maximales pour faciliter la vie des élus locaux, mais en même temps, nous avons cette situation un peu spécifique que je voulais rappeler. Alors, qu'est-ce que nous avons prévu dans cette loi? Eh bien, d'abord, l'article 1er prévoit la fixation au taux maximal de l'indemnité allouée aux maires dans les communes de moins de 3 500 habitants pour tenir compte des contraintes spécifiques à ces collectivités. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, quand on connaît bien la vie locale, on sait que parfois, n'est-ce pas, des maires ont des difficultés à
faire voter le conseil municipal, parce qu'aujourd'hui c'est obligatoire, j'aurais dû le dire comme ça, hein. C'est obligatoire, il faut une délibération du conseil municipal pour avoir des indemnités d'élus. Autant ça ne pose aucun problème dans les grandes collectivités, c'est naturel, ça paraît évident à tout le monde, autant dans les petites collectivités, c'est quelque chose qui est parfois difficile. Et si on veut que les élus locaux, en particulier dans les petites communes, ne soient pas uniquement des retraités qui aient suffisamment de revenus pour assumer ces fonctions, qu'il y ait du renouvellement, des jeunes, des femmes, etc., eh bien, il faut s'assurer que pour leur travail, eh bien, ils aient les indemnités de fonction. Alors, je suis d'autant plus à l'aise pour en parler que j'avais fait un amendement dans la PPL Sauger, qui était passé il y a 2 ou 3 ans, je ne me souviens plus exactement, et en tout cas dans le mandat précédent, en ce qui me concerne, et cette PPL n'a pas été plus loin, je dirais, mais l'Assemblée sénatoriale m'avait suivi, sauf que j'avais mis la barre à 1000 habitants et non pas 3500, mais nous avons pensé que jusqu'à 3500, c'était une bonne chose. Donc, ce serait d'office. Deuxièmement, l'article 1er étend le bénéfice de l'indemnité de fonction aux délégués des communautés de communes ayant reçu une délégation du président dans les limites, du montant total des indemnités maximales susceptibles d'être versées au président et au vice-président. C'est-à-dire que nous sommes dans une enveloppe constante. Hein, nous n'augmentons pas l'enveloppe. Alors, pourquoi cet article? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ça n'est possible que dans les communautés d'agglomération. Or, les communautés d'agglomération, vous savez que c'est à partir de 50 000 habitants. Et vous voyez, quand on est à 40 000 ou 45 000 habitants, que vous avez des délégués qui ont une fonction déléguée par le président, ils ne peuvent pas toucher d'indemnité. Donc, nous avons pensé que c'était une égalité entre le monde, je dirais, urbain et plus rural que de mettre cette disposition. L'article 2 est un peu technique, mais je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. C'est une revendication très ancienne. C'est d'exclure la fraction représentative des frais d'emploi des indemnités de fonction perçues par les élus locaux, des revenus pris en compte pour le versement d'une prestation sociale sous condition de ressources. En effet, vous savez, dans les indemnités de fonction que perçoivent les élus, il y a une part à l'intérieur de cette indemnité de fonction qui est, qui est créée pour défrayer, au fond, les élus pour leur indemnité kilométrique, etc. Vous voyez, dans les petites communes, personne ne demande des indemnités kilométriques, hein, ça n'existe pas. Eh bien, souvent, moi j'ai vu des cas dans mon département d'un maire qui a perdu son emploi, qui n'a pas pu toucher ses indemnités de chômage, qui n'a pas eu droit au chômage, parce qu'il dépassait le montant de revenus pour avoir droit au chômage. Et notamment l'indemnité de fonction la part de l'indemnité de fonction représentative des frais d'emploi. Donc, en enlevant du revenu des élus maires cette part représentative des frais d'emploi, ça facilitera pour un certain nombre de maires qui perdent leur emploi ou qui peuvent avoir des prestations sociales comme l'APL pour leurs enfants, etc. Ça permettra évidemment d'accéder plus facilement aux prestations sociales. Enfin, je dis enfin, l'article 3, enfin parce que Jean-Pierre va vous présenter les suivants. L'article 3 abaisse de 20 000 à 10 000 habitants le seuil démographique des communes et des communautés de communes dans lesquelles les adjoints au maire et les vice-présidents d'intercommunalité bénéficieront du droit à suspension du contrat de travail. C'est très important parce qu'aujourd'hui, c'est 20 000, bien sûr, et en dessous, ça ne concerne que les maires. Là, on ajoute donc les adjoints au maire et les vice-présidents. C'est une facilité pour des communes et des communautés de communes
qui sont relativement importantes et naturellement s'ajoute à cet abaissement de seuil de 20 000 à 10 000 la capacité du droit à réintégration professionnelle des élus bénéficiaires de cet abaissement, je dirais, de niveau jusqu'à l'expiration de 2 mandats consécutifs, alors qu'aujourd'hui, c'est au bout d'un seul mandat qu'il y a droit à réintégration. Donc là, on met 2 mandats consécutifs. J'espère que j'ai été claire. C'est un peu technique, mais voilà. Voilà. Bonjour. Je voulais, à mon tour, et après Jacqueline Gouraud, remercier sincèrement Jean Birbel d'avoir voulu nous faire confiance à Jacqueline Gouraud et à moi-même pour écrire ces propositions de loi. C'est pas tous les jours que Jacqueline et moi-même signons une proposition de loi. C'est d'ailleurs la première fois, et en plus il y en a 2. Cela montre la volonté qui a été celle de notre président d'essayer de rassembler autour du Sénat les élus locaux pour essayer d'avancer dans un climat positif, constructif. Les États généraux, ça a été quand même 20 000 réponses au questionnaire. Des réunions dans les 101 départements avec des milliers d'élus qui ont participé. Des réunions ici à Paris auxquelles vous avez assisté. Et donc, on essaie de traduire cela pour qu'on ne nous dise pas « vous nous avez consulté ». Mais que sort-il de cette consultation? J'ajoute qu'il s'agit de propositions de loi, fruits de la concertation, de la consultation, mais ces propositions de loi, elles seront examinées par le Sénat, par l'Assemblée nationale. Nous ne demandons pas la procédure accélérée, nous prendrons le temps pour les examiner de manière approfondie, de manière à ce qu'elles puissent être encore enrichies, bien sûr. Je voulais dire enfin en préambule que l'un des points qui m'a beaucoup frappé dans toutes les réunions auxquelles nous avons assisté, c'est la demande qui était faite par les élus de prendre en compte la situation de ceux qui travaillent dans le secteur privé, dans des professions libérales, qui ont moins de facilité pour exercer leur mandat, pour devenir élus tout simplement que d'autres. Et c'est vrai, comme l'a dit Jacqueline, je ne reprends pas, que certains maires dans les communes de moins de 3 500 habitants n'osent pas demander l'indemnité, parce que c'est une dépense pour la commune. C'est la réalité. D'autre part, pour le statut de l'élu, je dis moi aussi que ce n'est pas un bloc où il n'y aurait rien, et il faudrait qu'arrive tout. Ce n'est pas la réalité des choses. Je me souviens en effet que j'ai déjà eu l'occasion de venir au Sénat alors que j'étais un jeune secrétaire d'État en 1991 et 92, où M. Roger, ça nous éloigne dans le temps, et où j'ai fait présenter au nom du gouvernement de l'époque la première loi portant un statut de l'élu, créant la formation pour les élus, la retraite, etc., etc. Alors j'en arrive à ma part du travail pour la présentation de cette proposition de loi, les articles 4, 5 et 6. Ça marche pour le micro comme ça? Oui. 4, 5 et 6. L'article 4 double la durée de perception de l'allocation différentielle de fin de mandat. Qu'est-ce que c'est que l'allocation différentielle de fin de mandat? C'est une disposition qui existe et qui permet aux élus qui ont suspendu leur activité professionnelle pour se consacrer à leurs fonctions électives de bénéficier, s'ils se retrouvent sans emploi, après l'exercice de leur mandat, d'une allocation qui est au 20% de la différence
entre le montant de l'indemnité qu'ils percevaient et l'ensemble des ressources qu'ils perçoivent après avoir quitté leur mandat. Et c'est exactement le cas de beaucoup de personnes qui exercent diverses professions et qui peuvent se retrouver, après avoir exercé une fonction élective qui prend beaucoup de temps, qui prend à plein temps, dans une situation difficile. Donc cette indemnité différentielle, elle existe, mais on ne peut la percevoir que pendant 6 mois. Nous proposons de passer de 6 mois à 12 mois. Donc c'est un 4e changement très concret. 5e article, dans cette proposition de loi, il institue la validation des acquis de l'expérience au titre d'une fonction élective. Vous savez qu'aujourd'hui, on peut prendre en compte pour un certain nombre de diplômes, de titres, l'expérience professionnelle, la validation des acquis de l'expérience. Cela existe aussi pour des activités de volontariat. Mais cela n'existait pas pour les fonctions électives. Donc je ne dis pas que tous les élus d'un certain type doivent pouvoir devenir avocats, et je soutiens Madame Taubira, qui a décidé de revenir en arrière sur ces mesures. Mais il y a de nombreux élus qui, après avoir exercé pendant 1 mandat, 2 mandats, 3 mandats, des fonctions importantes, ont acquis une réelle compétence. Et il nous paraît juste que cela puisse être pris en compte. Enfin, dernier point, article 6, il s'agit de la formation. Vous savez que lorsque l'on se retrouve élu dans une commune, un département, une région, on doit faire face à beaucoup de sujets, parfois un peu techniques. Voyez-vous, Monsieur Prévost, l'urbanisme. Le droit d'urbanisme, ce n'est pas toujours d'une simplicité évidente. Les finances locales, etc. Et par conséquent, il est nécessaire que les élus puissent bénéficier d'un droit à la formation. Mais pour un certain nombre de raisons, dans nombre de collectivités, ce droit n'est malheureusement pas mis en place. Donc nous proposons qu'il y ait là un plancher, c'est-à-dire que toute collectivité soit tenue d'affecter une somme égale à 3% du montant global des indemnités perçues par les élus à la formation. Ce ne sont pas des sommes énormes, hein, et vous remarquerez que ces 6 mesures que nous proposons ne sont absolument pas inflationnistes, coûteuses. D'ailleurs, elles sont gagées dans le dernier article de la proposition de loi. Mais voilà 6 changements concrets, demandés le plus souvent de manière consensuelle, voire unanime, par les élus au cours des réunions que nous avons organisées et par les associations d'élus. Jacqueline, tu as raison de parler de l'Association des maires de France et par d'autres associations. Donc nous pensons que si ces états généraux aboutissent à l'adoption de ces 6 mesures, plus d'autres qui pourront être proposées par nos collègues, eh bien ils auront été utiles. Nous passons maintenant à la 2e proposition. Vous proposez, si vous avez des questions particulières sur ce volet-là, qui vient d'être expliqué. Bien sûr, le grand rendez-vous de la semaine prochaine du congrès de l'Association des maires de France va être l'occasion de revenir sur ces sujets, ça, on n'en doute pas. On voulait donc avoir dans le fond un point de départ, hein, avant même le congrès des maires, de façon non pas à définitivement clore le débat, mais au contraire pouvoir annoncer quelques voix sur ce sujet, encore une fois, qui est un véritable serpent de mer et sur lequel on a besoin d'avancer. Voilà, bien sûr. Je crois que ce sera au cœur des journées qui commencent mardi. Bien, oui. Bonjour. Est-ce que la période de baisse des indemnités, la période de difficultés financières pose un problème pour l'adoption de ce type de mesures pour les élus locaux ?
Vous voulez dire le contexte général? Le contexte économique général. Écoutez, bien sûr, nous avons conscience, en abordant ce sujet dans cette période, que l'on s'expose à un certain nombre de remarques sur le sujet. Mais je crois que Jean-Pierre Sueur vient de le suggérer, que c'est vraiment pas la meilleure des façons de le prendre. En effet, ce ne sont pas des dispositions coûteuses. Et en même temps, même dans cette période, il nous faut assumer un certain nombre d'exigences. La démocratie en a plusieurs. Je rappelle qu'il ne s'agit pas des parlementaires, là. On parle du statut des élus locaux, de ceux qui sont le plus souvent, j'allais presque dire, dans l'indifférence médiatique, qui travaillent régulièrement et vraiment qui consacrent leur vie et qui se trouvent dans des situations souvent absolument compliquées, ne pouvant retrouver leur activité professionnelle, ça a été évoqué, ou même non indemnisés, ce qui pourrait les amener à se décourager. La question, c'est toujours la même. Est-ce qu'il faut disposer d'une fortune personnelle pour pouvoir s'investir en politique, ou est-ce qu'on peut, face à cette exigence-là, faire en sorte que tous ceux, quelles que soient leurs conditions sociales d'origine, puissent y accéder? Voilà, je crois que le statut de l'élu répond à cette exigence. Si vous voulez me compléter sur le coût de ces mesures, peut-être Jean-Pierre, tu l'avais évoqué. Elles n'ont vraiment pas un coût élevé, et d'ailleurs certaines ne coûtent rien du tout. Non, on n'a pas calculé, mais franchement, le fait que le maire puisse toucher, je vais vous dire, le montant de l'indemnité. Un maire dans une commune, une petite commune de moins de 500 habitants, touche 646 € par mois. Bien. Si c'est 1000 habitants, moins de 1000, 1178 € par mois. Bien. Eh bien, tous les maires toucheront cela, si c'est adopté. Alors, ça sera une petite dépense en plus pour la commune, mais qui dira que ce n'est pas justifié? Et si on ne veut pas dédommager les maires, moi, je peux vous dire que la tâche, et nous pouvons tous le dire, parce que nous parcourons les communes tout le temps, la tâche des maires des communes de 300 habitants, elle est très lourde. Parce que quand il y a un tuyau qui ne marche pas, quand il y a un trou dans la rue, etc., on va voir le maire, on ne va pas voir quelqu'un d'autre, on va voir le maire pour tout. Donc, quelle que soit la taille de la commune, la tâche du maire, elle est très importante. Et nous pensons que ce n'est que justice. Voilà. Et alors, il y a d'autres dispositions qui se font, par exemple, pour les intercommunalités, à enveloppe fermée. Donc, ça ne coûte rien de plus. Oui. Les 3% de formation. Avec là, peut-être, le risque que je vois poindre tout de suite, c'est qu'il y a un soupçon par le biais des associations d'élus dont chaque parti s'est doté, de participer de cette manière-là au financement des partis politiques. Alors, je veux vous répondre très clairement. Premièrement, on a inscrit une mesure dont j'ai oublié de parler, Jacqueline me le rappelait, c'est que les sommes peuvent être dépensées, reconduites d'une année sur l'autre si elles ne sont pas dépensées. Donc il y a une souplesse. Et d'autre part, j'ai toujours plaidé, je plaide toujours, et nous plaidons pour que ces formations soient dispensées par des instituts agréés qui disposent de toutes les compétences requises. Moi, je trouve que, par exemple, les collectivités qui font appel à des universités ont tout à fait raison. Le service public de l'enseignement peut proposer des formations de haute qualité. On a des facultés de droit, d'économie, etc. Et je serais très hostile à toute dérive, et je crois que nous sommes d'accord avec Jacqueline, dans le sens que vous dites, il faut que ce soit des formations agréées. Et d'ailleurs, c'est de l'argent public, donc il y a un contrôle public. Et il ne s'agit pas de faire par là un financement fictif de partis politiques, évidemment. Bien. Françoise Clariès. Dans l'article 7, vous parlez d'une majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue aux articles 576. Comment ? C'est ce qu'on appelle le gage, disait oui. Jean-Pierre Sueur. Est-ce que le gouvernement vous suit là-dessus ? Le gouvernement peut même lever le gage.
On ne manquera pas de lui demander, d'ailleurs, dans l'intérêt des collectivités locales. Pardon, mais le temps est tout de même contraint. Donc, je vous propose d'aborder le deuxième sujet, qui n'est pas des moindres. Donc, tout de suite, pour ne pas perdre de temps, Jacqueline Gouraud. Merci. Alors, j'aborde là un sujet... pardon ? Ah oui, il faut que je baisse ça. Voilà. J'aborde un sujet très connu, je ne vais pas refaire l'historique, tout le monde parle d'inflation normative. Naturellement, cette inflation normative est d'autant plus prégnante qu'il y a, je dirais, tendance à la diminution des ressources financières pour les collectivités locales. Et puis, je dirais aussi, deuxièmement, pour le contexte, c'est qu'il y a le nombre de normes qui sont en service, si je puis dire. L'Association des maires de France les a évaluées à 400 000 normes, mais je voudrais insister aussi sur l'évolution permanente des normes. Il n'y a pas que le nombre, il y a l'évolution des normes existantes, et c'est quelque chose qui engendre souvent des difficultés pour les collectivités territoriales. Comme vous le savez, bien sûr, on doit d'ailleurs prendre notre responsabilité du nombre de normes, je tiens à le dire, puisque le Parlement crée des normes. Et je crois que nous devons, en parallèle de ce sujet qui est, je dirais, mis en exergue un peu partout, nous devons aussi en appeler à nos collègues pour que, quand on discute une loi, il n'y ait pas une surenchère qui soit faite dans la rédaction des lois. On sait aussi que ces normes peuvent venir de règlements européens. J'ajoute au passage que nous sommes aussi assez doués pour renforcer les règlements européens en France, parce que quelquefois l'Europe a bon dos, je dirais, parce qu'on a tendance à sécuriser encore plus. Et enfin, bien sûr, il peut y avoir des normes émanant du pouvoir réglementaire. Bien sûr, ce n'est pas devant Éric Doligé que je vais dire le contraire. C'est un sujet comme ça qui apparaît peut-être simple, mais qui n'est pas aussi facile que cela à traiter. En effet, un certain nombre de parlementaires se sont penchés sur ce sujet depuis longtemps. Monsieur Belot, qui m'a précédé à la présidence des collectivités territoriales et de la décentralisation, de la délégation. Alain Lambert, bien sûr, et c'est Alain Lambert, suite à un rapport en 2007, qu'on avait créé la commission consultative d'évaluation des normes. Je passe, et puis bien sûr, le président l'a rappelé tout à l'heure, le rapport qu'a fait Éric Doligé et les PPL qui ont suivi, et la PPL, pardon, dont j'ai été d'ailleurs le rapporteur. Et en fait, les débats, les discussions nous ont permis de réaliser que la chose n'était pas aussi simple que ça à régler. Il y avait plusieurs solutions. Première solution, c'était de faire des textes longs et difficiles, parce que je viens de vous le dire, il y a 400 000 normes. Donc, on pourrait prendre des lois avec, je sais pas moi, 300 articles, et on passe en revue toutes les lois existantes et on les limite, enfin, etc. Enfin, c'est un travail impossible et qui n'a pas de conséquences, évidemment, rationnelles. C'est impossible à organiser. Alors après, il y avait ce que, d'ailleurs, Éric Doligé avait imaginé. Je ne l'ai pas appelé Gilles tout à l'heure, si je crois. Non, je ne t'ai pas appelé Gilles. Tu fais attention. Parce que je vais vous dire, tout son frère habite ma commune et s'appelle Gilles. Donc j'ai tendance à confondre, bien sûr. C'était l'idée du principe de proportionnalité. Ça a été aussi l'idée de M. Morel à l'huissier. En fait, on s'aperçoit que le principe de proportionnalité ne peut pas s'appliquer comme un principe général. D'ailleurs, le Conseil d'État, dans le commentaire qu'il avait fait à la PPL de Éric Doligé, le mentionne extrêmement clairement. Et le principe de
proportionnalité, je dirais, n'est pas normatif, pour revenir sur le mot norme. Donc, il faut essayer de trouver une autre solution. Et la solution qui nous a vraiment semblé la plus évidente, c'est de choisir la création d'une instance nouvelle, mais bien sûr qui supprime d'autres existences. Jean-Pierre va vous en parler, avec un pouvoir fort. Un pouvoir fort qui va permettre, bien sûr, non seulement de traiter des normes à venir, n'est-ce pas? Et encore une fois, plein de gens ont des tas d'idées pour créer des normes, n'est-ce pas? Mais aussi pour parler de celles qui existent, c'est-à-dire non seulement le flux, mais le stock, comme le président du Sénat l'avait dit lui-même au moment des États généraux. Donc, la création que nous vous proposons aujourd'hui d'un haut conseil qui permettra de régler, je l'espère, pas un haut conseil d'ailleurs, c'est une haute autorité, je ne dis pas le bon, d'évaluation et de régulation des normes, c'est quelque chose qui nous semble approprié, n'est-ce pas? Et si vous lisez tous les articles qui paraissent en ce moment sur les normes, je me penchais ce matin sur un article qui a été écrit, une interview plus exactement, dans la Gazette, et qui émane d'une interview de Géraldine Chavrier, qui était d'ailleurs intervenante aux États généraux. Eh bien, vous voyez, elle dit-elle, pour l'adaptabilité des normes. Ça commence comme ça, l'article. Mais si vous lisez bien l'article, n'est-ce pas, elle dit toujours, mais le problème, c'est que la norme doit répondre au respect des grands principes du droit français, la liberté publique et l'intérêt général. Donc, on ne peut pas, n'est-ce pas, établir le principe de proportionnalité comme ça. Il faut qu'à chaque loi, et il faudra veiller, ça je crois que c'est quelque chose qu'il faut rappeler, que la capacité d'adaptation soit intégrée à chaque loi qui sera votée. C'est la seule solution. On ne peut pas avoir de principe général. Il faut prévoir dans les lois d'éventuelles adaptations de la loi que nous sommes en train de voter. Voilà, j'espère que j'ai été claire. J'ai fait quelque chose d'un peu général, mais qui, je crois, était important. Jean-Pierre, je te laisse présenter le contenu. Et le reste, parce que tu vas bien parler d'autre chose. Merci, Jacqueline, en respectant l'horaire. Alors, cette proposition de loi, elle a aussi pour but de rassembler les élus autour d'une idée. Il y a un seul article. Il y a bien entendu un deuxième article qui supprime l'institution que l'on va remplacer, que l'on propose de remplacer, et un autre, un gage, Madame Cariès. Bon. Il y a toujours des gages. Alors, l'article principal donc crée une haute autorité chargée du contrôle et de la régulation, les deux mots sont importants, des normes applicables aux collectivités territoriales. Il s'agit d'une institution nouvelle qui remplacera le Conseil, la commission consultative présidée par Alain Lambert, si cela est voté. Alors d'abord, cette haute autorité serait dotée, c'est le point numéro 6, il y a des petits numéros dans la marge pour suivre, de l'autonomie financière. Elle serait composée de 2 députés, 2 sénateurs, 3 conseillers régionaux, 3 conseillers généraux, 6 représentants des établissements publics de coopération intercommunale, 10 conseillers municipaux représentant les communes, 9 représentants de l'État, et elle serait présidée par un élu local, élu parmi les membres titulaires représentant les collectivités locales. Quel serait son rôle? Alors, point numéro 21, page 6, elle serait consultée par le gouvernement sur l'impact technique et financier des projets de textes réglementaires
créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. Elle serait, point numéro 22, consultée par le gouvernement sur l'impact financier des projets de loi créant ou modifiant des normes applicables aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics. À la demande du gouvernement, elle pourrait émettre, point 23, un avis sur les projets de texte communautaires ayant un impact technique et financier sur les collectivités locales. Seraient exclues de sa compétence les normes justifiées par la protection de la sûreté nationale. Le président, point 25, du Sénat et de l'Assemblée nationale pourrait soumettre à l'avis de la haute autorité toute proposition de loi déposée par l'un des membres de cette Assemblée, sauf si ce dernier s'y opposait. Point 26. La haute autorité pourrait être saisie sur les normes en vigueur, c'est-à-dire, comme l'a expliqué Jacqueline Gouraud, sur le stock des centaines de milliers de normes. Et elle pourrait être saisie par le gouvernement, par le président de l'Assemblée nationale, par le président du Sénat et dans des conditions fixées par décret par les collectivités territoriales elles-mêmes. Enfin, point 27, elle pourrait se saisir elle-même des normes en vigueur. Elle examinerait les évolutions de la réglementation applicable aux collectivités locales. Elle aurait un délai pour rendre son avis, c'est le point 30, et à titre exceptionnel, elle pourrait être saisie de telle manière qu'elle devrait rendre son avis dans un délai de 2 semaines s'il y a urgence. Enfin, les avis de la haute autorité seraient obligatoirement publiés au journal officiel, c'est-à-dire qu'ils seraient publics. Dernier point, il serait créé, si nous sommes suivis, au sein de la haute autorité une formation restreinte dénommée Commission d'examen des règlements fédéraux relatifs aux équipements sportifs. Parce que nous aimons tous le sport, mais nos fédérations, quelquefois, ont l'idée de demander que tel ou tel équipement sportif, tel ou tel panier, soit un peu plus haut. Ça n'a l'air de rien, mais multiplié par 36 700 communes, beaucoup pratiquant divers sports ou encourageant, eh bien, cela entraîne parfois des conséquences financières non négligeables. En conclusion, cette proposition qui vise à rassembler, je le redis, n'est pas antinomique des travaux qui ont été faits et dont Jacqueline Gouraud a parlé, du travail fait par Éric Doligé, qui poursuivra son cours au Sénat, puisqu'un certain nombre d'articles doivent maintenant être examinés, mais vise à créer une instance qui, en permanence, pourra traiter de cette question de normes, des normes que l'on voudrait créer, de celles qui existent, qui pourraient être saisies très largement par le gouvernement, le Parlement, les collectivités locales, qui auraient des moyens, des pouvoirs, et qui permettraient d'avancer concrètement sur ce sujet. Ça ne nous paraît pas quelque chose de plus. C'est finalement continuer dans l'inspiration de la commission consultative, mais en lui donnant bien davantage de pouvoir et donc le moyen d'apporter enfin des réponses concrètes en continu, plutôt que de se dire à chaque congrès, à chaque réunion, voilà, il y a les normes, il y a les normes. C'est du concret. Donc, la proposition numéro 1, c'est concret. La proposition numéro 2, c'est concret. Du concret plus du concret égale un travail positif que nous avons l'honneur de vous présenter à la demande du président du Sénat et à la suite des États généraux. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, là aussi, je vous propose de poser vos questions. Patrick Roger. 3 questions en une. Quand le concret va-t-il se concrétiser à l'ordre du jour du Sénat? 2,
en ce qui concerne la haute autorité, est-ce que la haute autorité sera habilitée à se prononcer sur les délais de mise en conformité avec des normes existantes, avec des normes, je pense, allez, au hasard, par exemple sur la mise en accessibilité des lieux publics. Et est-ce que la haute autorité serait habilitée à prolonger ce délai de mise en conformité? Troisièmement, est-ce que dans votre esprit, la simplification des normes et donc les économies que cela devrait entraîner pour les collectivités territoriales viendraient en déduction des efforts qui vont être demandés, on le sait, dans les années à venir, aux collectivités territoriales? Je vais peut-être simplement esquisser une réponse sur le premier point et je laisserai mes collègues répondre plus précisément sur les autres. À quel moment je pense que nous pourrions examiner ces propositions de loi dans la deuxième partie du mois de janvier, puisque nous le ferons grâce aux commissions, à la commission des lois qui est concernée. Voilà, je pense que c'est un objectif qu'on peut se fixer et qui apparaît réaliste. Alors, pour le reste... Pour répondre à M. Roger sur le deuxième point, soyons extrêmement précis. Les pouvoirs de cette haute autorité seront importants, seront sans commune mesure avec ceux qui existent aujourd'hui, mais elle ne pourra pas se substituer ni au gouvernement ni au Parlement, car ce serait inconstitutionnel. Je suis très clair. Sur la question des normes relatives aux personnes handicapées, il y a une loi. Eh bien, la haute autorité, même si elle a beaucoup d'autorité, ce que nous souhaitons, elle pourra s'exprimer, son avis sera dans le journal officiel, elle sera représentative des élus, aussi des représentants de l'État qui siégeront, mais les élus seront largement majoritaires, mais nous ne pouvons pas lui donner une sorte de pouvoir d'injonction parce qu'il existe une Constitution. Et enfin, sur le dernier point, nous pensons que cela entraînera des économies parce que la multiplication des normes est coûteuse, mais nous ne prévoyons pas que ces économies soient déduites des dotations ou qu'il y a un effet de ce genre. Ce ne serait pas réaliste. Donc autant vous répondre avec clarté. Bien. Oui, je vous en prie. Oui, Monsieur le Président. Sur le rapport de Lionel Jospin, est-ce que vous êtes d'accord avec François Rebsamen quand il dit que ce rapport de la Commission n'est qu'un coup et qu'il n'y a pas de cohérence? Alors, si vous le voulez bien, je ne veux pas impliquer dans mes réponses les amis, collègues qui sont autour de moi. Donc, j'en conclus que sur la question des normes, nous avons épuisé le stock, là aussi, de questions que vous auriez à poser. Voilà. Donc, je vais tout d'abord me permettre de remercier Jacqueline Gouraud et Jean-Pierre Sueur de leur contribution. Et puis répondre à cette question, puisque vous me l'avez posée. Bon, je crois que les positions sont connues. C'est un sujet tout à fait essentiel aujourd'hui, la modernisation de la vie publique. Et je pense que la commission Jospin, qui était composée d'experts pour l'essentiel, a fait un travail qui sera un travail utile. Mais sur les questions qui sont posées, c'est le Parlement qui aura à s'en saisir si le gouvernement, c'est ce qu'il fera d'ailleurs, si j'ai bien entendu le président de la République hier après-midi, lorsque le texte sur la limitation du cumul des mandats viendra. Bon, moi, je suis président du Sénat. J'ai aussi un certain nombre d'idées sur le sujet que j'ai eu à exprimer, notamment dans des rapports. J'ai même été l'auteur d'une proposition de loi en 2007 sur ce même sujet. Donc je pense qu'en effet, le temps de la limitation du cumul des mandats est venu. Par contre, ce que je crois, c'est que ce sujet-là n'est surtout pas un sujet tabou. J'emploie une expression qu'on utilise souvent,
Mais tout de même, on a quand même le droit de discuter, c'est le rôle du Parlement, des conditions d'application de la limitation du cumul des mandats. Donc je souhaite ardemment que le débat parlementaire soit riche et que l'on puisse tenir compte des points de vue qui seront exprimés. Vous savez, l'époque des assemblées croupions, je ne sais pas si elles ont existé, mais c'est totalement révolu. Et le Sénat a une tradition d'affirmer son point de vue, et sur des sujets aussi importants pour lui, il le fera sans problème. Donc, d'un côté, que chacun puisse s'exprimer, que l'on puisse débattre, et il n'y a pas de règles qui seraient imposées à l'entrée et qui seraient l'aboutissement d'un débat qui n'aurait pas eu lieu. Non. Et il y aura à entendre tous les arguments. Et moi, j'ai envie aussi, j'allais presque dire à titre personnel, mais en tant que président du Sénat, d'entendre tous les arguments. Vous savez, j'avais des idées extrêmement définitives lorsque nous parlions de la réduction du mandat de sénateur. Je ne dis pas que j'ai changé d'avis, de passer de 9 ans à 6 ans. Et j'avais fait partie de la commission animée par Daniel Lefel qui a fait cette proposition. Mais lorsque j'ai entendu mon collègue Jacques Pelletier, qui était à l'époque président du groupe RDSE, dire un certain nombre de choses, j'ai appris des choses. Et j'ai compris un certain nombre de questions qui pouvaient être posées et qui étaient légitimes. Sur ce sujet, je ne suis pas pour l'évolution qui a été présentée ce matin dans un article d'un grand hebdomadaire par mon ami François Rebsamen, qui est aussi le président de mon groupe par ailleurs. Moi, je suis un fervent partisan du bicamérisme. Et je pense que tout ce qui pourrait aller vers un affaiblissement de ce rôle du Sénat, je ne vais même pas dire du pouvoir, du rôle du Sénat, pour moi, ne va pas dans le bon sens. Je crois qu'une évolution de type Bundesrat ne correspond pas du tout à l'idée que je me fais des évolutions de nos institutions. Je crois que cette espèce de cumul imposé, dans le fond, en faisant que tous les grands élus, qu'ils soient de région, de département ou de communes, alors quelles communes? Les grandes communes peut-être? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on ferait des plus petites, n'est pas dans le bicamérisme à la française, et en tout cas l'idée que je me fais du bicamérisme rénové. Donc, oui, j'ai une différence que j'ai envie de faire entendre. Le Sénat a une compétence législative générale qui fait aussi sa spécificité. Quand j'entends certains de mes collègues, j'en reçois souvent, président de Sénat. Encore hier, je recevais le président du Sénat argentin, qui est lui, en titre, vice-président de la République d'Argentine. Ce n'est pas tout à fait la même chose en France, même s'il y a des points de rapprochement. Donc, la compétence législative générale nous permet d'affirmer cette vision du bicamérisme. Alors oui, nous avons un lien avec les collectivités. Il est d'ailleurs inscrit dans la Constitution. Donc, vous voyez, c'est un sujet sur lequel il faut pouvoir discuter, premièrement, et puis aussi avancer avec prudence. Mais, dernier point sur lequel je voudrais insister, moi, il me paraît inenvisageable de faire comme si l'opinion, l'avis, la prise de position majoritaire qui sera celle du Sénat ne comptait pas. Je crois que ce serait une erreur, assez dangereuse d'ailleurs, puisque au bout du compte, il y a un problème de constitutionnalité, et je ne suis pas assuré que cette voie soit la meilleure. Il paraît qu'il y a un proverbe africain qui dit « Avant de traverser la rivière, il ne faut pas insulter le crocodile ». Donc, si vous voulez bien prendre en compte ce proverbe que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, je pense qu'on serait bien avisé de faire que sur un sujet aussi essentiel, il puisse y avoir un accord des assemblées, et notamment du Sénat, pour aller vers des évolutions. Je me permets de prendre la parole pour dire que je dois partir, parce que... Ah non, alors, non, simplement pour vous dire que je dois partir, je m'excuse auprès du président. J'ai la réunion du bureau de la délégation, donc ne tirez pas des conclusions de mon départ. Merci. Voilà. Ni dans un sens, ni dans l'autre. Oui, je voulais revenir sur les propos de François Rebsamen dans le Nouvel Observateur. Il affirme que les arguments du gouvernement sur le non-cumul sont irrecevables de la part du Sénat.
donc à lire ces propos, on va vers un bras de fer vraiment entre la majorité ici de gauche, le groupe socialiste et l'exécutif. Est-ce que ça pose pas quand même un problème? Écoutez, nous n'en sommes pas là, je viens de l'exprimer. Moi, je crois aux vertus de la discussion et de l'échange. Je ne crois pas du tout à cette situation dont vous parlez. Je pense que nous allons avoir l'occasion d'échanger avec d'abord nos collègues sénateurs. Ça va se faire dans le cadre des groupes et ça se fera aussi, bien sûr, à l'occasion du texte qui nous sera présenté. Avec le gouvernement, il faut tenir compte d'un certain nombre de principes, et parmi ceux-là du principe de réalité. Quand François Rebsamen parle d'un problème qui lui paraît d'ordre constitutionnel de se passer de l'avis du Sénat, alors là, je suis assez d'accord avec lui. Je pense qu'il ne faudrait pas tirer des conclusions hâtives d'une jurisprudence récente qui n'est pas fortement établie. Je voulais revenir sur l'autre point qui vous concerne au premier chef là, du rapport Jospin, concernant le mode de électoral pour les élections sénatoriales. Est-ce que, tout simplement, les propositions Jospin, qui ne sont pas encore celles, on ne sait pas ce que seront celles du gouvernement, mais est-ce que les propositions Jospin, en l'état, vous conviennent? Les propositions de Jospin, comme vous dites, me rappellent les propositions Balladur. Je vous renverrai au rapport Balladur qui a suivi le comité Balladur il y a quelques années, qui est arrivé à peu près aux mêmes conclusions. Vous savez, là aussi, moi je ne veux pas brutaliser parce que là il s'agit d'un mode de scrutin et lorsqu'on parle de mode de scrutin, il ne faut surtout pas donner le sentiment qu'on est en train de se tailler des dispositions à la mesure des uns ou des autres. D'ailleurs, je ne suis pas allé voir de très près ce qui pourrait en être. Mais ce qui est clair, c'est que depuis les premiers temps de la Ve République, depuis 1958, nous n'avons quasiment pas changé de mode de scrutin sénatorial. Or, entre-temps, il s'est quand même produit un événement de grande importance, c'est la décentralisation avec l'émergence des départements et des régions qui, aujourd'hui, dans le paysage des collectivités institutionnelles, des collectivités territoriales, ont quand même un poids beaucoup plus important et même qui n'a aucune relation avec ce qu'on connaissait au début de la Ve. Donc, il me semble que si le Sénat a pour objectif de se moderniser, en tout cas d'être en phase avec une société qui a évolué, il faut aussi tenir compte de ça. Mais le point essentiel, c'est de considérer que le poids des communes doit toujours être très fortement présent dans un mode de scrutin sénatorial et que, par exemple, toutes nos communes, les 36 500 communes, doivent avoir au moins un délégué dans le collège sénatorial. Aussi, la proposition qui est faite par la commission Jospin me paraît une position tout à fait judicieuse et intéressante, puisque là aussi, constitutionnellement, nous avions eu quelques difficultés il y a quelques années lorsque nous avions voulu changer la représentation des strates de communes, vous savez, en fonction de la population. Et l'idée d'un vote pondéré me paraît mieux correspondre à ce que le Conseil constitutionnel avait exprimé à cette époque-là. Alors là aussi, je ne peux pas dire que pour la limitation du cumul, il n'y a pas de tabou et pas dire la même chose sur ce sujet. Moi, ce que je pense, c'est que cette proposition, elle est de toute façon inscrite dans le sens de l'histoire, mais il faut certainement parler, puisqu'elle est tout de même assez nouvelle, notamment avec nos collègues. Vous savez qu'ici, on a l'habitude, vous l'avez vu ce matin, sur un autre volet, d'en parler toutes sensibilités réunies. Et puis, on verra bien quelles sont les réactions. Il ne faut jamais être sourd aux remarques et aux observations, surtout si elles sont judicieuses. Le nombre des représentants des parlementaires, de faire 250 sénateurs et 400, je crois, députés. C'est une proposition aussi. Dans le rapport Jospin, je n'ai pas lu ça. Hein. Non, je l'ai lu dans certains livres que vous avez tous en tête, mais
Oui, mais Paul Quilès aussi avait mis un avis qui allait dans ce sens. Oui, oui aussi. Ouais. Non, mais c'est pas tellement d'actualité. Voilà. Donc, laissez-moi prendre connaissance de propositions qui, à ce jour, ne sont pas déposées avant de réagir. Là, Et puis, je ne me prononcerai pas vraiment sur l'Assemblée nationale. Je les laisse discuter entre eux d'abord. Oui ? Dans un article de presse ? Oui. Alors, vous voyez, je ne peux pas être suffisamment réactif. J'avais une question sur la conférence de presse de François Hollande hier. Il a récusé tout tournant dans sa politique. Mais à l'écouter, on sent qu'il assume être un social-démocrate, suivre une politique en quelque sorte social-libérale. Est-ce que c'est votre sentiment, vous qui le connaissez depuis longtemps? Et deuxième question, sur le changement de pied sur la TVA, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, donc là, vous me ramenez à un autre type de question. Hein. J'aurais souhaité plutôt vous répondre sur des questions d'actualité immédiate pour le Sénat, mais ces questions sont tout à fait légitimes. D'abord, je n'établis pas un parallèle entre social-démocrate et social-libéral. Pour moi, ce n'est pas exactement la même chose. Si nous assumons la continuité, la filiation historique de la social-démocratie, notamment à l'échelle européenne, le social-libéralisme, c'est tout à fait autre chose. Et là, peut-être que je m'inscrirai plutôt en faux. Non, mais écoutez, je vais vous décevoir. Moi, j'ai trouvé le président de la République extrêmement dynamique dans son rôle hier. Je crois qu'on attendait de lui qu'il s'exprime clairement sur un certain nombre de sujets. Il l'a fait et je m'en réjouis. Je crois que d'ailleurs les réactions sont plutôt dans ce sens, même si nous ne sommes pas non plus dans une société totalement angélique. On n'est pas là pour se décerner des fleurs. C'est pas du tout ça. Non, je crois que sur les décisions que le gouvernement et le président, l'a rappelé hier, a été amené à prendre, tout simplement, on s'adapte à la situation dans laquelle nous nous trouvons. Et la politique, c'est aussi la capacité de pouvoir s'adapter. Je crois que le pacte de compétitivité qui a été présenté la semaine dernière répond à un certain nombre d'objectifs. Il tient compte de la situation et il tient compte de cette nécessité absolue pour nous de lutter contre le chômage. Et pour lutter contre le chômage, il faut à la fois, bien sûr, garder notre modèle social, mais en même temps avoir des entreprises qui prospèrent et qui puissent gagner des parts de marché et qui puissent développer l'activité. Donc à partir de là, bien sûr, il y a tout le volet qui concerne l'innovation, la recherche, le développement, mais il y avait aussi des dispositions à prendre pour faire que nos entreprises puissent intervenir et agir sans handicap démesuré et sans être dans une situation qui les défavorise par rapport à la concurrence internationale. Donc moi j'assume aussi complètement sur la TVA, vous savez, il a parlé des 0,4, puisqu'il s'agit de 0,4%. On pourrait parler de la baisse sur les produits de première nécessité. Il y a une refondation, je ne sais pas comment il faudrait exactement, une refonte plutôt, des taux de TVA. Dites comme vous voulez. Bon, je veux dire refonte, restructuration. Je peux aussi utiliser des termes un peu différents. Voilà, 20, 10, 5, je pense que c'est peut-être plus clair. Sur l'actualité sénatoriale, si le groupe communiste décide de voter contre le projet de loi de financement sur la sécurité sociale, vous prendrez ça comme un casus belli? Non, venant de moi. Non, pas du tout. Il n'y a pas de casus belli. Nous sommes dans une vie parlementaire qui, à mon avis, ne doit pas nous amener à ce type de réaction. Bon, nous sommes, et je le dis devant mon collègue Éric Doligé, c'est vrai, nous sommes dans une situation
pas tout à fait inédite, mais où nous avons une majorité sénatoriale, et cette majorité sénatoriale ne correspond pas à la majorité gouvernementale. C'est clair, ça a été annoncé dès le début, et d'ailleurs, nos amis et collègues communistes, le Parti communiste n'est pas au gouvernement, il n'a pas souhaité y être. De fait, avec cette majorité étroite, ici au Sénat, de 6, lorsque le groupe communiste s'abstient, ou d'autres groupes, eh bien, il n'y a pas de majorité. Non. Plutôt que de prendre comme un casus belli, je le prends comme la nécessité de parler, d'échanger entre nous. Et c'est ce que nous faisons. J'ai moi-même beaucoup d'occasions de discuter avec à la fois Éliane Assassi, qui est la présidente du groupe communiste, avec laquelle les relations sont aussi bonnes que celles que je pouvais avoir avec Nicole Borvo, et avec notre ami Laurent, qui lui aussi est devenu sénateur. Mais ça ne suffit pas à ce jour, semble-t-il, pour les faire évoluer de position. Si la question, c'est de mieux les associer, notamment sur les textes qui sont en cours, et de faire qu'il y ait un meilleur échange, je crois qu'il faut aller tout à fait dans ce sens. Prendre en compte, comme c'est le cas d'ailleurs pour tout groupe politique qui souhaiterait l'exprimer, les demandes qui sont faites, et notamment les inflexions qui sont demandées. Mais ensuite, il y a une cohérence de notre action et une cohérence de notre projet. On ne peut pas, bien sûr, dévier de ce cap qui nous a été fixé par le président de la République. Mais ne soyez pas inquiets, la majorité sénatoriale restera la majorité sénatoriale. Ce n'est pas de nature à poser problème de ce point de vue-là. Bien, j'en conclus que nous avons été assez longs. Je vous remercie pour votre patience. Merci et à très bientôt. C'est donc la fin de cette conférence de presse de Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, qui était accompagné de Jacqueline Gouraud et Jean-Pierre Sueur et Pierre-Henry. Ils ont donc annoncé 2 propositions de loi sur la simplification des normes et le statut de l'élu. Oui, Oriane, on l'a vu, on a parlé de beaucoup de choses lors de cette conférence de presse. Bien sûr, d'abord, ces 2 propositions de loi annoncées par les 2 sénateurs, Gouraud et Jean-Pierre Bel, sur le statut de l'élu pour améliorer, j'allais dire, la vie quotidienne d'un élu local, qu'il puisse mieux concilier ses missions, ses fonctions avec une vie professionnelle cohérente et une vie privée. Également l'inflation des normes, l'inflation normative, 500 000 normes différentes qui s'appliquent, qui s'imposent aux collectivités locales. Là encore, un texte sera proposé au Parlement, au Sénat. Il sera déposé mi-janvier, ça a été annoncé, avec en particulier la mise en place d'un haut conseil, d'une sorte de haute autorité indépendante d'évaluation et de régulation des normes. Une haute autorité à laquelle participera bien entendu des parlementaires, députés et sénateurs, mais également bon nombre d'élus locaux venus des communes, bien entendu, mais également des départements et des régions. Mais Oriane, on n'a pas parlé que de ça. Exactement, lors de cette conférence de presse. On a dû attendre les dernières minutes pour entendre parler d'un sujet qui était attendu, un sujet qui met le Sénat en ébullition. Pierre-Henry, le cumul des mandats. Oui, bien entendu, Jean-Pierre Bel, le président du Sénat, a été attendu sur cette question, d'autant plus attendu que le président du groupe socialiste au Sénat, François Rebsamen, a fait des déclarations choc, en particulier concernant le rapport Jospin, qui, vous le savez, insiste lourdement sur cette perspective de non-cumul des mandats. Le président du Sénat s'est donc exprimé. Il se démarque ce matin extrêmement clairement des positions du président du groupe socialiste, François Rebsamen. En particulier sur une évolution du Sénat à la type, j'allais dire à la sauce allemande, où les grands élus des régions, des grandes villes sont automatiquement, siègent automatiquement dans la 2e chambre allemande. Donc on le voit bien, hein, Oriane, le débat, le bras de fer qui a déjà commencé entre les cumulards et les non-cumulards ici au Sénat. Il y en avait d'ailleurs un
d'entre eux, le président de la commission des lois, Jean-Pierre Sueur, qui est, lui, extrêmement favorable au non-cumul des mandats. On voit bien que ce dossier est aujourd'hui très largement ouvert ici au Sénat. Juste d'un mot, Pierre-Henri, il a été également question d'une autre proposition du rapport Jospin, la modification du mode de scrutin du Sénat. Alors ça, c'est très intéressant parce que cette proposition du rapport Jospin, je vous le rappelle en 2 mots, depuis maintenant de très nombreuses années, Jean-Pierre Bel l'a rappelé il y a quelques minutes à peine, eh bien le mode de scrutin sénatorial, le mode de scrutin qui organise l'élection des sénateurs, eh bien, il est ce qu'il est depuis quasiment 1958, depuis le début de la Ve République. Et ce mode de scrutin donne la part belle aux petites communes, c'est-à-dire aujourd'hui encore au monde rural. Alors, dans son rapport, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin a décidé de revoir en profondeur ce mode d'organisation du scrutin sénatorial en donnant, en donnant beaucoup plus de force aux électeurs des départements, aux grands électeurs des régions. Et Jean-Pierre Bel l'a précisé tout à l'heure, il serait légitime de prendre en compte, ces lois de décentralisation qui ont quelque peu bouleversé l'organisation des territoires. Il a eu cette phrase, le président du Sénat, à propos de cette commission Jospin sur la réforme du scrutin sénatorial. C'est une réforme qui est judicieuse et intéressante. Il va sans dire qu'une telle réforme pourra avoir d'énormes répercussions lors des scrutins sénatoriaux à venir, puisque, bien entendu, l'équilibre des forces entre, les populations, les grands électeurs des villes et celles des grands électeurs des campagnes pourrait modifier, la sociologie politique de la future Assemblée. Merci beaucoup, Pierre-Henri. Il sera bien sûr largement question de tous ces sujets la semaine prochaine, lors du 95e congrès des maires. Un congrès que vous nous ferez vivre, Pierre-Henri, durant ces 4 jours, en direct sur Public Sénat. Oui, voilà, dire que cette conférence de presse du président du Sénat ouvre une perspective, une grande semaine consacrée à la vie des territoires, à la vie des élus, à leur vécu au quotidien et aux grands dossiers qui les préoccupent, parmi lesquels, bien sûr, l'acte 3 de la décentralisation. Mais nous aurons toute la semaine prochaine très largement l'occasion d'en reparler, Oriane. Tout à fait. On suivra ça en direct de lundi à jeudi prochain sur l'antenne de Public Sénat. Merci à tous de nous avoir suivis et très bonne journée.